Salut à tous et bienvenue dans Game Next Door, l'émission où on parle de jeux vidéo comme on aimerait qu'on nous en parle. Et de quoi on aimerait qu'on nous parle aujourd'hui ? On aimerait qu'on nous parle d'auteurs de jeux vidéo et qu'on se penche un peu sur cette expression pour voir ce qu'elle implique dans notre conception du médium. Hi, my name is David Cage. I'm the writer and director of Indigo Prophecy. I just thought... The high exalted professional like DJ Clue. I might get lost like every night. Dans une interview donnée à The Guardian, quelque temps avant la sortie de The Witness, Jonathan Blow a explicité sa manière d'aborder le game design en se comparant notamment au postmoderne Thomas Pynchon, un écrivain dont l'œuvre la plus connue, Gravity's Rainbow, a été saluée pour sa richesse, sa complexité, mais aussi pour tout ce qu'elle reflète de la personnalité énigmatique de Pynchon. Des qualités que l'on retrouve effectivement dans The Witness, mais aussi dans Braid. Et si l'analogie avec une telle figure de la littérature peut surprendre, il n'empêche que dans sa façon d'explorer et d'utiliser le game design, Blow entame les mêmes réflexions que celles qu'un auteur peut avoir avec son art. Comment transcender sa façon de transmettre, et surtout, comment y faire transpirer ses propres pensées et émotions. Et ça, c'est une philosophie qu'on a pu retrouver dans pas mal de jeux sortis cette année. On peut penser à Hyper Light Drifter et comment le jeu métaphorise le fatalisme de son créateur Alex Preston, atteint d'une maladie congénitale du cœur en plaçant le joueur dans un monde rongé par divers maux. Ou Inside, le second jeu de Arnt Jensen, qui comme son aîné Limbo traduit à bien des égards les angoisses et les visions de son créateur, le tout dans un minimalisme radical. Oui, on a joué à des trucs plutôt joyeux cette année. Mais cette démarche ne se retrouve pas uniquement chez les indés, puisque le très attendu The Last Guardian est enfin sorti, véhiculant lui aussi les intimes aspirations de son créateur Fumito Ueda. Et bien sûr, je pourrais vous parler de Dark Souls et de Miyazaki, mais est-ce bien nécessaire ? Non, c'est bon. Mais si je vous ai cité tous ces jeux, ce n'est bien sûr pas un hasard, parce que dans la communication qui les entoure, et donc dans notre perception de ceux-ci, leurs créateurs ont largement été mis en avant et en sont présentés comme les auteurs. Mais si je vous parle de Watch Dogs 2 ou de Battlefield 1, ce n'est clairement pas la tendance qui se dessine. Ah, c'est pas Tom Clancy, l'auteur des jeux Ubisoft ? Et si bien sûr Wikipédia pourrait répondre à la question de qui est derrière ces jeux, il n'en reste pas moins que la promotion autour de ces gros titres s'est faite sans mettre en lumière leurs auteurs. La question du jour est donc pourquoi leurs auteurs ne sont pas mis en avant. Et cette question en appelle forcément une autre, qu'est-ce qui définit un auteur de jeux vidéo ? Générique. Bah on en a déjà mis un, on peut faire un jingle si tu veux. Bah vas-y. Alors quand on parle d'auteur dans la langue de Molière et de Booba, on entend par là la personne qui est à l'origine d'une création culturelle ou artistique et que cette dernière manifeste des traits de sa personnalité. Ce terme ne se limite donc pas à l'écrit, contrairement à author dans la langue de Shakespeare ou de Jay-Z. Ah, les subtilités de la linguistique. Ce terme sera aussi utilisé dans les années 50 par Truffaut et sa clique des cahiers du cinéma pour désigner le réalisateur d'un film. Car si on avait longtemps considéré le scénariste comme l'auteur d'un film, les hommes de la nouvelle vague réfutèrent cette posture et exposèrent leur conception du cinéma en plaçant la réalisation comme pilier de cet art. Et ça nous intéresse parce que, comme chacun sait, le jeu vidéo a beaucoup de liens avec le 7ème art. Même si, en vrai, il a des liens avec tous les arts. Comme le cinéma d'ailleurs. On pourrait arguer que le jeu vidéo est l'œuvre de plusieurs personnes, qu'il est le fruit de la conjugaison de différents corps de métier, mais c'est aussi le cas pour le cinéma. Ainsi, à l'instar du réalisateur, nous pouvons donc essayer de désigner une personne comme étant responsable d'un jeu vidéo dans son entièreté. Et cette personne-là, c'est le game designer. Pour nous, ce qui définit l'identité d'un jeu, c'est son game design. Et le game design, ce n'est pas seulement créer un ensemble de règles, c'est aussi envisager cet ensemble sous une forme qui va lui donner du sens et avec laquelle le joueur peut interagir pour ainsi créer une expérience vidéoludique. Et si au début de son histoire, le game design n'était qu'une expérimentation, il s'est enrichi avec le temps au fil des titres que nous considérons aujourd'hui comme des monuments. Des monuments d'ailleurs dont je suis sûr que vous pouvez me citer les auteurs. Contrairement à une majorité de jeux plus ou moins connus, qui se cachent derrière Croc, quel est le génie créatif derrière le cauchemar des Schtroumpfs, quel homme a eu le talent de conceptualiser Turok, à qui revient la parenté du subtil Godzilla Destroy All Monsters Melee, tant de questions qu'on ne s'est jamais vraiment posées. Ce qui nous renvoie à notre première question, pourquoi il y a des jeux dont on ne parle pas des auteurs ? Alors nous nous sommes arrêtés sur le game designer en tant qu'auteur d'un jeu. Ok, il semble donc facile d'associer un nom à un jeu et de communiquer dessus, mais force est de constater que dans toute l'histoire du jeu vidéo, cette association n'a jamais été systématique et même plutôt rare. Typiquement, sur combien de jeux peut-on trouver le nom d'un game designer sur la jaquette, ou ne serait-ce que sur l'écran titre, une différence fondamentale avec la majorité des médias qui n'a jamais incité les joueurs à associer un nom à un jeu. Et si certains cas particuliers rendent l'identification difficile, comme Half-Life et la structure horizontale de Valve, on peut aussi pointer du doigt les éditeurs et les contrats qui les lient aux créateurs.
Ces derniers sont la plupart du temps construits sur le fait que la propriété intellectuelle d'un jeu revienne à l'éditeur, et non pas au développeur quel qu'il soit. C'est notamment pour ça que Konami a pu retirer le nom de Kojima de la boîte de Metal Gear Solid 5. Ils ont même carrément retiré Kojima de la licence Metal Gear. Mais bon, en ce moment, il se console en leur faisant des gros fuck avec son pote Del Toro, donc ça va. De plus, l'industrie fonctionne beaucoup sur des franchises, pour des raisons évidentes d'aversion au risque. Et si certaines sont justement associées à leurs créateurs, d'autres en revanche rayonnent beaucoup plus d'elles-mêmes. Il n'est pas question pour les éditeurs d'y associer un quelconque nom, pour ainsi conserver la parenté de celle-ci dans la conscience collective. Assassin's Creed appartient beaucoup plus à Ubisoft qu'à Patrice Désilets. Ou alors on l'associe à Jade Raymond, qui est productrice. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça démontre à quel point certains jeux sont plus envisagés comme des productions que des créations. Même si, on est d'accord, tous les jeux sont plus ou moins les deux à la fois. En tout cas, s'ils sont proposés à la vente. Et du coup, on comprend mieux pourquoi ceux qu'on pensait pouvoir qualifier d'auteurs de Watch Dogs 2 ou de Battlefield 1 ne sont pas présentés en tant que tels. C'est tout simplement parce qu'ils exercent le game design beaucoup plus en tant que faiseurs pour le compte d'entreprise qu'en tant que créateurs. On ajoutera que les jeux AAA nécessitent de plus en plus de ressources financières et humaines pour exister, et dans des chantiers aussi ambitieux, il est difficile pour un seul game designer d'avoir la main sur l'ensemble du jeu, et donc de s'assurer que celui-ci représente bien sa vision. Sans parler évidemment des contraintes en termes de contenu et de contenant que le marketing impose. On enlève un personnage féminin par ici, on met des flingues par là, on rajoute un peu quelques quêtes annexes, bref, vous connaissez les bails. Et ce sont d'ailleurs ces contraintes, entre autres, qui ont participé à faire émerger la nouvelle vague des indés en 2008, dont notre cher Jonathan Blow fait partie. Bridés dans leur créativité, de nombreux game designers ont claqué la porte des grands studios pour se lancer dans l'aventure indé, et comme ils étaient souvent seuls ou dans des effectifs très réduits, ils ont pu affirmer leur façon de concevoir les jeux vidéo, mais ils ont aussi dû complètement incarner leurs projets et les défendre eux-mêmes devant la profession et le public. Et c'est pour ça que du côté des indés, c'est beaucoup plus facile de parler d'auteur, alors que dans les grosses productions, c'est un peu plus flou. Mais si on serait donc tenté de coller l'étiquette de jeu d'auteur aux jeux indés et de production sans âme au AAA, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et puis sans vouloir être désagréable, je ne suis pas convaincu que Cheeseman nous en dise plus sur l'éventuelle intolérance au lactose de son créateur que de sa repompe subtile mais monétisée de Super Meat Boy. Et vous me direz, et donc comment qu'on fait pour savoir si un jeu il est d'auteur ou pas ? Eh bien, c'est peut-être pas vraiment ça le problème. Si parler de jeux d'auteur n'a de finalité que de mettre des jeux dans une case ou non, pour éventuellement leur donner une aura un peu plus branchée, l'intérêt de cette expression me semble un poil limité. En revanche, si parler de jeux d'auteur c'est être dans une démarche intellectuelle et critique comme celle qu'ont pu avoir Truffaut et ses acolytes vis-à-vis du cinéma, alors c'est un concept dont nous, joueurs, pouvons nous emparer pleinement. Parce que ces mecs cherchaient à comprendre et à expliquer ce qu'ils aimaient dans le cinéma, et c'est peut-être ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec le jeu vidéo. Et pour le comprendre, il faut probablement d'abord essayer de comprendre les gens qui le font, quelle est leur démarche et comment celle-ci se traduit dans le game design, que cela soit un Danois un peu timide ou une équipe d'une centaine de Québécois dopés aux subventions de l'État, ce qui se passe derrière un jeu nous en raconte toujours énormément sur le jeu en lui-même. Bon, prenez Watch Dogs 2 par exemple. Si vous allez vous renseigner sur le titre, vous constaterez qu'il a été dirigé par 3 personnes différentes chez un des plus gros éditeurs développeurs du monde. Et bah rien que ça te permet d'avoir un éclairage supplémentaire sur la proposition du jeu. Au hasard, le fait qu'il est complètement le cul entre deux chaises, avec d'un côté le hacking non létal et la bande de potes qui prend des selfies, et de l'autre les guérillas urbaines bien sanglantes qui feraient passer Charles Manson pour un moine tibétain. De game design qui essaient de coexister et qui illustrent par ailleurs la frilosité constante d'Ubisoft à prendre des risques. Et le pire, c'est que derrière ces game design, il y a des gens qui ont du talent, et c'est là toute la tragédie d'Ubisoft. Parce que la future petite boîte de Bolloré est remplie de talent, et ça se voit même dans les propositions qu'ils essaient d'amener. Le premier Watch Dogs avait des intentions intéressantes, avec l'idée du hacking comme interaction avec l'environnement, mais au final on s'est juste retrouvé avec un GTA-like. Parce qu'ils se sont dit que c'était probablement ça que voulaient les joueurs. Et il y a moyen qu'ils aient pas totalement tort. Parce qu'à bien y réfléchir, si la majorité des joueurs parlent du jeu vidéo comme un divertissement qui ne véhicule aucun message, je nous vois mal jeter la pierre à Ubisoft alors que ceux-ci tentent simplement de combler des attentes. Pourtant, derrière tout jeu, il y a une histoire, il y a une intention, et souvent le simple fait de jouer n'est pas suffisant pour appréhender tout ça. Si on veut être effectivement critique à l'égard d'un jeu et de ce qu'il propose, alors nous devons disposer de clés de lecture, des clés que l'on trouve souvent ailleurs que dans le jeu, dans des portraits, des rétrospectives ou des interviews. D'ailleurs, à ce propos, petite parenthèse sur le journalisme jeu vidéo. Si celui-ci connaît une réelle crise depuis quelques années, la recherche, les interviews de créateurs et le partage de clés de lecture représentent une indéniable valeur ajoutée. On peut éventuellement penser au magazine Edge, au cahier de GK, à des portraits dans le monde pixel ou à certains dossiers de JV. On a besoin de ce journalisme, parce que ces gars ont accès aux développeurs et peuvent aller plus loin que des brefs sur Twitter. Toutes ces informations plus ou moins faciles à trouver nous permettent d'avoir un éclairage supplémentaire sur le jeu. Par exemple, le fait de savoir que le game designer de Brothers A Tale of Two Sons est avant tout un cinéaste, ça permet de porter un regard bien plus éduqué sur le jeu et d'en comprendre les réussites et les échecs. Je peux faire un truc là-dessus, moi. Et ça peut paraître évident de dire ça, mais une fois qu'on en sait plus sur eux, on a tendance à mieux s'expliquer pourquoi on aime certains jeux, ou inversement pourquoi on ne les a pas trop appréciés.
Par exemple, Fury et moi, ça a pas été une grande histoire d'amour. Eh bien, en me renseignant sur qui a fait le jeu, j'ai appris qu'il avait été inspiré par la passion pour les arts martiaux de son créateur. Une passion que l'on ressent dans la discipline et la rigidité du game design du titre. Il faut se plier parfaitement aux phases et aux exigences de chaque rencontre, ce qui renvoie à toute la rigueur qui entoure les arts martiaux. Et en comprenant cette intention dans le game design, j'ai pu mieux m'expliquer pourquoi je n'ai pas vraiment accroché au titre, car même si c'est effectivement réussi, ce n'est tout simplement pas ma came. La discipline et la patience n'étant pas mes plus grandes qualités. Pourtant, t'adores Bloodborne. Bah justement, contrairement aux Zero aussi, il y a une certaine flexibilité dans Bloodborne, parce que si tu vois, tu peux moduler voilà, la c'est difficulté reparti. avec les armes. Ainsi, au-delà de l'exigence qu'on peut avoir avec les jeux, c'est aussi et surtout avec nous-mêmes que nous devons en faire preuve. Nous devons non seulement comprendre les jeux pour ce qu'ils sont dans leur essence, mais aussi pour ce qu'ils sont dans le contexte de la création vidéoludique au sens large. Et c'est pour ça que des jeux comme Doom ou The Last Guardian sont aussi marquants. Ce sont des jeux qui tentent de proposer des choses nouvelles dans le jeu vidéo, malgré tout l'héritage que chacun d'eux se trimballe. La mécanique du Glory Kill, qui dicte toute la dynamique de Doom, témoigne de la maturité de Marty Stratton et de son équipe vis-à-vis de la licence, et de ce que celle-ci pouvait avoir à raconter en 2016 au milieu de tous les autres FPS. The Last Guardian, quant à lui, est une nouvelle pierre à ajouter à l'expérimentation de Fumito Ueda et son regard sur les liens que le joueur peut tisser avec des êtres virtuels via l'interaction. Mais c'est aussi un jeu qui souffre de ses longues années de développement, notamment sur la gestion chaotique de sa caméra. Et explorer et critiquer les jeux vidéo avec cette approche nous semble nécessaire pour que la créativité et la personnalité des créateurs soient davantage mises en lumière. Parce qu'encore une fois, la finalité ce n'est pas d'appeler certains jeux des jeux d'auteurs, mais d'encourager des auteurs à s'exprimer via le jeu. Et ça se fera probablement pas du jour au lendemain, mais si c'est quelque chose qu'on intègre dans notre approche, qu'on se l'impose, il y a de grandes chances qu'il en sorte quelque chose de meilleur à l'avenir. Car comme l'explique Jonathan Blow à la fin de son interview, le jeu vidéo est une nouvelle façon pour les hommes et les femmes de s'exprimer auprès d'une audience de plus en plus large. Un médium moderne qui permet d'explorer des terrains d'expression jusque-là encore inconnus. Et si les blockbusters existeront toujours, sans eux, le réveil de certains auteurs n'aurait peut-être pas eu lieu. Et on ajoutera par ailleurs que certains AAA ont aussi des choses à raconter, à l'instar d'Uncharted 4 et l'autocritique qu'ils suggèrent de la part de Naughty Dog sur leur propre série. À nous joueurs donc de saluer l'audace des créateurs et créatrices qui tentent de mettre un peu d'eux ou d'elles-mêmes dans leur jeu, et de tenter de décrypter cette intimité qui respire sous les mécaniques et les pixels des grosses productions comme des indés. Et si l'expérience vidéoludique n'est pas possible sans le joueur, embrassons alors consciemment ce rôle pour donner du sens aux interactions qu'on nous offre. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode, dites-nous dans les commentaires quels jeux vous ont touché par la proposition de leur auteur et comment elle s'est traduite dans le game design du titre. Vous pouvez aussi soutenir GameNextDoor sur Tipeee, c'est aujourd'hui la seule chose qui nous permet de continuer à faire vivre la chaîne, merci donc à tous ceux qui nous soutiennent. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, à bientôt, cœur sur vos manettes et vos papillotes. Hi, my name is David Cage.